Aujourd'hui, à Éclair de génie, je rencontre Madame Stéphanie Poitras, présidente et copropriétaire des aliments Asta. Nous discuterons sur l'amélioration continue de la productivité en entreprise, le Lean Manufacturing, que son équipe et elle ont intégré pour un meilleur contrôle sur l'ensemble des opérations dans son entreprise. Restez avec nous. Je suis votre hôte, Thérèse Témélis, consultante senior en gestion des ressources humaines chez Témélis RH Solutions Incorporée. Bonjour, merci de vous joindre à Éclair de génie. Ça me fait plaisir, merci de l'invitation. Aliments Asta, pouvez-vous nous donner l'historique de l'entreprise? En 1982, mon père a racheté des installations d'une ancienne abattoir qu'il y avait à l'époque, qui était en faillite. Je pense que ça faisait 1 an que c'était fermé. Donc, mon père a décidé de racheter ces installations. Au départ, il faisait la transformation de plusieurs sortes d'animaux, mais tu sais, il y avait peut-être une douzaine d'employés. Graduellement, ça l'a grossi, il a fait des investissements pour en venir à se spécialiser dans le porc à un certain moment. Vu que les normes étaient de plus en plus strictes, dans le fond, il a fallu qu'ils choisissent comme une espèce au lieu d'avoir plusieurs espèces d'animaux. Il est allé avec le porc. Ensuite de ça, il a joint, par exemple, le marché d'exportation. C'est ce qui a assuré la croissance, dans le fond, d'Aliments Asta graduellement. Maintenant, on a 500 employés. On exporte dans plus de 35 pays. On transforme environ 20 000 porcs par semaine, autour de 4 000 porcs par jour. C'est de la viande, ça? C'est de la viande. Oui, c'est énorme. Hein? Puis là, il y a eu l'évolution de l'entreprise. Qu'est-ce qui a fait en sorte que vous avez décidé de faire partie de l'entreprise? Est-ce que c'était inné parce que vous avez grandi dans ce domaine-là ou c'était quelque chose que vous avez dit éventuellement, je vais me joindre à vous? J'ai travaillé chez Aliments Asta depuis que je suis très jeune. Tu sais, j'ai commencé par répondre au téléphone. Ensuite de ça, j'ai remplacé plusieurs postes au niveau des bureaux. Donc, c'est sûr que depuis que je suis jeune, plus que je vieillissais avec l'entreprise, plus que j'avais le goût d'y travailler puis de faire un petit peu comme mon père. Ce que mon père faisait, je trouvais ça vraiment intéressant. Puis je me disais, mon Dieu, c'est ça que j'aimerais faire dans ma vie. Là, on est 4 enfants chez nous, mais il y a vraiment moi puis mon frère qui s'est intéressé à reprendre les rênes de l'entreprise. Mon père avait fait un conseil de famille à l'époque pour être sûr que ça soit clair pour tous, dire OK, si vous voulez entrer dans l'entreprise, c'est maintenant ou jamais. Donc, qui serait intéressé? Dans le fond, il y avait juste moi et mon frère qui avait démontré de l'intérêt. Maintenant, c'est justement moi et mon frère, on travaille chez Aliments Asta, puis on est rendu propriétaire. J'ai vu que dans votre direction, vous avez aussi d'autres Poitras, donc vous avez d'autres membres de la famille dans la compagnie. Oui, dans le fond, il y a l'oncle à mon père qui est directeur des ventes, puis il y a le cousin à mon père qui est directeur technique. Eux, ça fait plusieurs années, quasiment depuis les débuts de l'entreprise, qui sont avec mon père. Donc, oui, c'est encore très familial, puis on le ressent hein, vraiment dans les bureaux et même avec les employés, même si on a 500 employés. Je connais la plupart de mes employés par leur nom. On a grandi ensemble. C'est encore très familial malgré la grosseur. Là. À 500 employés, c'est certain que faire un milieu familial, c'est quelque chose, ça, quand même. Exactement. C'est un défi. Un gros défi. Vous êtes dans tous les supermarchés du Québec et du Canada? Nous, dans le fond, partie vraiment qu'on appelle plus locale, parce que le reste, pour moi, il y a 65% c'est de l'exportation dont la Chine, le Japon, le Mexique, les États-Unis. Mais le 35-40% qui reste, on a des usines de deuxième transformation, comme par exemple Plaisir Gastronomique. On a des distributeurs, comme des Collabor ou autres. Puis, on a aussi les supermarchés, dont les IGA, les métros et tout ça. Nous, dans le fond, on vend au centre-mère des épiceries qui, eux, après, redistribuent là, dans leur épicerie. Donc, on n'a pas vraiment de contrôle où ça s'en va au niveau du Québec. C'est vraiment eux qui décident là, quand ils nous achètent les métros et les IGA de ce monde. C'est eux qui redistribuent dans leur supermarché. Vous fournissez du porc à Plaisir Gastronomique? Oui, à plusieurs usines de deuxième transformation parce que nous, on fait juste la première transformation. On fait pas la deuxième transformation qui est, par exemple, du bacon ou de les viandes hachées, tout ça. Ah, OK. Nous, on arrête à la première transformation. Donc, c'est pour ça qu'on vend justement des usines de deuxième transformation qui, eux autres, ont un produit plus fini qu'on peut appeler là. Ah, d'accord. En 2012-2013, vous avez implanté un processus de production optimisé et d'amélioration continue, du Lean Manufacturing. Pourriez-vous nous expliquer comment vous avez procédé à cette intégration? Bien, moi, dans le fond, c'est un projet que j'avais en tête depuis longtemps. Moi, dans un sens, j'avais fait l'université, j'avais fait mon bac, ma maîtrise à l'université, puis j'avais beaucoup entendu parler de l'amélioration continue. J'avais lu beaucoup sur les livres, sur le livre Toyota, dans le fond, sur l'entreprise qui faisait l'amélioration continue. Fait que moi, j'étais convaincue qu'ici, on était capable d'en faire un projet.
Donc, après avoir fait quelques postes, j'étais au développement organisationnel. Ça a été un de mes premiers projets. On appelle ça un DMS. Nous, on l'appelait comme ça quand on a implanté le projet. Ce qu'on a fait, c'est vraiment de former tout le monde. On a implanté des indicateurs. Il y avait déjà beaucoup d'indicateurs qu'on suivait, mais ils n'étaient pas connus par les employés. Donc, on a fait l'implantation d'indicateurs au niveau des employés qui étaient mis à jour à tous les 2 heures. Donc, les employés étaient capables de suivre le rendement, dans le fond, des pièces de viande qu'ils faisaient. C'est fou, disons qu'on a, par exemple, je vais vous donner l'épaule. Il y a 2 épaules sur un porc, donc ça fait 8000 pièces par jour. Donc, c'est sûr que si on perd du rendement, c'est assez incroyable comment il peut avoir des sous d'impliqués là-dedans. Donc, on a formé tout le monde. On a donné des agendas standards à tous nos chefs d'équipe et nos superviseurs. Donc, ils faisaient des tournées de plancher, tout ça, avec, dans le fond, un petit peu l'agenda de la journée qu'ils doivent surveiller. Puis, il y avait des tournées de qualité obligatoires. Par exemple, mon chef d'équipe faisait 3 tournées par jour, dont une avec son superviseur. Puis, le superviseur faisait une tournée par semaine avec le directeur de production, qui était moi à l'époque. On a tout implanté ça. On a aussi implanté les formations GI qu'on appelait. La formation GI, c'est qu'on forme des formateurs à comment former. OK, former les formateurs. Okay. Exactement. Puis on avait toutes des méthodes standards aussi pour pas que chaque employé ait sa méthode. On a vraiment standardisé les méthodes. Il y avait aussi des réunions à tous les jours d'indicateurs de performance. Puis pour nous, dans les bureaux, c'était à tous les semaines où qu'on suivait un petit peu les indicateurs de performance parce que moi, je voulais connecter la production avec la partie bureau. Je voulais que les gens se parlent entre eux. Puis, on a aussi implanté des petites fiches d'amélioration pour des gains ou des pertes de temps, de productivité. Chaque chef d'équipe avait accès à ces petites fiches-là où qui pouvaient amener une amélioration. Puis, on avait une réunion par semaine pour voir comment on peut améliorer justement pour faire des gains. C'était très rigoureux, ça demandait de la discipline pour faire ça. Ça demande de la discipline, mais un moment donné, ça vient tellement naturel et ancré que ça se fait naturellement. Puis, tu sais, les gens, là, les chefs d'équipe, les superviseurs étaient contents. Même moi, comme directrice de production à l'époque, j'avais mon agenda standard. Ça donnait un petit peu une idée de la journée puis des tournées de qualité qu'il fallait faire. Je vous dirais que ça a vraiment beaucoup apporté sur la standardisation. Chaque pièce de viande était plus régulière. Il y avait plus d'uniformité. Moins de pertes. C'est ça, on a implanté les 5S un petit peu partout. Ce projet-là a amené oui, un petit peu de rigueur, mais c'est pas quelque chose qui était lourd. Au contraire, les employés, ils aiment ça savoir où ils s'en vont. Fait qu'avec les indicateurs de leur rendement, ben pour eux autres, c'était facile aussi d'avoir un indicateur de où ils étaient rendus. Mais aussi pour le chef d'équipe, ça donnait une belle discussion à avoir avec ses employés. Chaque chef d'équipe faisait la tournée de ses employés le matin, justement, pour avoir une belle discussion avec eux. Donc oui, ça a amené vraiment beaucoup. Puis c'est drôle que vous m'en parlez parce que avec le temps, le programme a un peu changé. Donc, là, dès septembre, on recommence à refaire un peu ce projet-là pour toujours s'améliorer. Hein, ça le dit, amélioration continue, il ne faut jamais arrêter. Donc là, on le fait, mais tu sais, version 2.0, là, on se met au goût du jour, puis on recommence. Puis là, maintenant, les chefs d'équipe, les superviseurs vont avoir des iPads au lieu d'avoir des feuilles. Il y a plus au goût du jour, là. Mais là, c'est l'industrie 4.0 là, qui est en mode en ce moment. Est-ce que vous avez regardé ce profil-là? Est-ce que ça s'applique à vous? Oui, ça, pour nous, c'est un autre projet, par exemple. Là, on a vraiment le projet qui est le GPQ, là, qui était vraiment le DMS au niveau de l'amélioration de la production. Au niveau de l'industrie 4.0, nous, dans le fond, notre diagnostic a été fait. Il y avait le gouvernement qui offrait la possibilité, dans le fond, de faire une analyse, un audit de où qu'on en est par rapport à l'industrie 4.0. Donc, nous, on avait embarqué avec le programme du gouvernement à cette époque-là. Puis oui, nous, on va faire un projet à ce niveau-là, mais avant tout, fallait changer notre ERP, notre logiciel informatique. Donc, on a décidé de débuter par ça d'abord. Oui, c'est ça. Vous l'avez fait en 2016-2017, c'est ce projet-là? Oui, ben c'est ça. Là, on est en train là, de le refaire parce que nous, notre ERP est plus soutenu présentement. Donc, on est en train de monter notre cahier de charge pour pouvoir tout modifier là, de notre ERP. On a fait nos cartographies de nos processus pour vraiment analyser nos besoins parce qu'on voulait pas se lancer dans un changement sans bien comprendre c'est quoi nos besoins, tout ça. Fait qu'on a cartographié tous nos processus actuels, mais aussi les processus futurs. Qu'est-ce qu'on va avoir de besoin dans le futur par rapport à où qu'on veut aller? Donc, on est en train de travailler là-dessus. Ensuite, là, on va vraiment y aller avec Entreprise plus 4.0 où qu'on va essayer de faire tous les logiciels qu'on a se parlent pour pouvoir en sortir des indicateurs et tout. Puis comment vous entreprenez le changement? Parce que là, vous devenez un agent de changement. Comment vous intégrez la première base pour partir ce changement-là? C'est quoi vous leur dites aux employés? Comment vous partez ça? À chaque année, on fait une genre de planification stratégique. C'est sûr qu'il y a des années qui est vraiment plus grosse parce que dans le fond, on voit pour 2-3 ans. Mais à chaque année, avec nos directeurs, on fait une réflexion stratégique.
parce que c'est vraiment important de se dire, OK, c'est quoi nos projets pour l'année qui s'en vient? Donc, c'est là qu'on détermine nos projets, puis suite à ça, on crée des groupes de projets. Ah, OK. Chaque projet a son groupe. Si, par exemple, c'est un projet qui touche la migration continue, ben ça sera pas les mêmes gens assis à la table que si c'est le projet pour le changement du ERP. OK. Il y avait des groupes Ouais. spécialisés dans chacun de ces changements-là. Exact. Puis on n'est pas une grosse équipe là, ici. Là. Mais disons, il va vraiment, par exemple, dans le groupe de la migration continue, il va y avoir des superviseurs, il va y avoir des chefs d'équipe, il va y avoir des gens qui sont concernés. Au niveau du changement du ERP, bon, on va avoir notre directeur finance qui va être assis à la table. Puis on se donne des objectifs plus courts, là, dans le fond. On se donne le gros projet, mais il y a aussi des objectifs à atteindre à court terme. Comme par exemple, au niveau du changement du ERP, nous, on est un groupe de travail. On se fait souvent accompagner aussi par l'externe parce qu'on n'a pas la science infuse. Hein, tu sais, des fois, il y a des gens qui sont compétents dans leur domaine. Donc, nous, on n'a pas peur d'aller vers l'externe pour se faire accompagner pour être sûr qu'on aille dans le bon chemin. Là. Exactement. Donc, à ce niveau-là, on a une firme qui nous dicte les grandes étapes, mais tu sais, au niveau de la cartographie de nos processus, tout ça, c'est nous qui l'avons fait à l'interne. Moi, j'ai quelqu'un ici à l'interne qui est spécialisé là-dedans, donc qui nous a aidé à voir où on s'en va. Puis lui, la firme nous accompagne à choisir notre intégrateur futur. D'accord. OK. Puis l'intégrateur, c'est logiciel, j'imagine? Exactement. Parce que j'ai regardé, vous aviez comme implanté un nouveau système de gestion informatisée de la production le WMS. C'est celui-là? Oui, ça, lui, c'est vraiment de la production. Puis on est en train de changer, qui est plus au niveau des finances puis des clients. Tout ça, va falloir qu'il s'amalgame avec lui de la production, justement, que vous parlez, qu'on a changé en 2016. Nous, il faut vraiment que ces deux systèmes-là se passent. Ça va être un des critères principaux, c'est que le ERP qu'on va changer doit parler justement à ce système-là, à ce logiciel-là. Donc, le WMS. Puis exact, parce que lui, il est très spécialisé agroalimentaire. Là. Ah, OK. Puis là, ça se parlait pas, donc ça créait des défis, j'imagine, des obstacles. Ça se parlait avec lui qu'on a actuellement, mais c'est juste qu'il faut qu'on va choisir pour le futur, doit se parler aussi. Mais oui, actuellement, ça se parle, ça va très bien. Là. OK, ça fonctionne, ça va bien. Vous voulez juste le mettre un peu plus à jour, j'imagine. Exactement. OK. Donc, c'est pas le même intégrateur que vous utilisez, c'est un autre que vous allez installer. Non, parce que celui qu'on a actuellement est plus soutenu, donc on est vraiment dû pour un changement. Là. Puis, vous avez automatisé et modernisé l'équipement de production. Ça faisait partie du YMS. Oui et non, c'est vraiment plus le logiciel qui a été modifié avec plus de données. C'est sûr qu'on avait plus de données en temps réel, mais on est vraiment dans une phase aussi qu'on automatise de plus en plus. On a acheté un nouveau robot pour les flancs. Puis cette semaine, on vient de procéder à l'achat de 2 robots pour la palettisation des boîtes. D'ici 2 ans, on voudrait faire un agrandissement au niveau de tout ce qui est le plancher d'abattage pour pouvoir installer des nouveaux robots aussi. Donc, on est vraiment dans un air de changement où on essaie justement d'automatiser de plus en plus. Là. Puis faciliter aussi au niveau du travail, j'imagine. Vous êtes touché par la pénurie de main-d'œuvre? Oui, c'est sûr qu'on est toujours à la recherche d'employés. On est beaucoup de grosses entreprises, nous, ici, dans la région, qui emploient beaucoup le même genre de travailleurs. Donc, c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de gens là, dans la région pour combler tous les postes qu'on a à combler. Donc, oui, on est un peu touché par la pénurie de main-d'œuvre. On le fait, oui, pour ça, mais on le fait aussi, comme vous disiez, pour faciliter le travail aussi des employés. T'sais, notre objectif, c'est de leur faciliter le travail, justement. Puis avoir moins de pertes possibles aussi, puis avantager au niveau des investissements. C'est logique quand je fais affaire avec les entreprises qui sont surtout le manufacturing, je les encourage à aller vers l'automatisation parce que la pénurie de main-d'œuvre, c'est qu'est-ce qui fait le plus mal aux entreprises en ce moment. Exactement, ça peut bloquer le développement. Là. Exactement. Comment avez-vous vécu la pandémie? Quelles sont les mesures préventives que vous avez prises pour la contrer dans votre entreprise? Ça a été tout un défi là, parce qu'on est dans l'agroalimentaire, hein, donc on est comme service essentiel. Exact. Fait que ça a été vraiment on a fait un comité quotidien. Tous les jours, on avait le comité COVID qu'on appelle, original comme nom. Mais à tous les jours, on se rencontrait suite au point de presse du premier ministre. On se rencontrait, puis on y allait avec justement les enjeux qu'on avait, avec les défis. Puis c'est là qu'on a implanté plusieurs mesures. On a été quand même assez rapide à implanter les mesures. On a tout de suite donné des visières à tous nos travailleurs. Nous, c'était non négociable. Tout le monde devait porter la visière dans l'usine. On a aussi installé des plexiglas. On a même loué un chapiteau extérieur pour pouvoir faire la distanciation là, entre les personnes. Donc, tout de suite, dès le début, là, nous, parce qu'on savait qu'on ne pouvait pas se permettre de fermer parce que les parts continuent à grossir. Une journée de production qu'on perd, c'est 4000 parts qui passent pas, là, dans le fond, ici, là. Donc, on a assuré de même la sécurité de nos travailleurs. On a coupé les abreuvoirs. Fait que chaque jour, on se rencontrait puis on y allait aussi du cas par cas. Tu sais, est-ce que on a fait tester beaucoup de gens dès qu'il y avait un rhume, un mal de gorge, nous, c'était interdit qu'ils rentrent. On a un questionnaire à l'entrée. On a la prise de température pour tous les employés. Donc, chaque employé qui passe la porte doit répondre au questionnaire. Aussi arrêter tous les visiteurs. Moi, j'ai plus de visiteurs qui peuvent venir chez Asta à moins d'un gros problème ou d'une réparation extrême. J'ai aussi limité l'accès aux visiteurs.
on n'a pas de chance à prendre parce qu'il y a trop à risquer. On a joué safe. Oui, c'était la logique aussi. Je veux dire que vous distribuez à la population aussi. Exactement. Vous livrez à travers le monde. Oui. Est-ce que les impacts de la pandémie sur votre entreprise, la pandémie au niveau mondial, ça vous affecte? Jusqu'à maintenant, nous, ça a quand même bien été parce qu'il y a eu plusieurs abattoirs qui ont dû fermer leurs portes temporairement pour des cas de COVID. Nous, heureusement, jusqu'à maintenant, on n'a pas eu aucun cas. Donc, ça ne nous a pas affecté dans le sens négatif, mais plus que, tu sais, nous, il fallait rester ouvert parce qu'il y avait une demande assez incroyable au niveau du port. Ou que ça peut nous affecter, c'est que la Chine a mis une nouvelle règle depuis quelques semaines que si on a des cas de COVID ici, on est délisté de la Chine, on ne peut plus exporter en Chine. Fait que pour nous, c'est comme une nouvelle règle qui peut faire quand même assez de dommages. Nous, on va tout faire pour respecter ça. Donc, c'est pour ça qu'on prend vraiment beaucoup de mesures pour qu'il y ait aucun cas ici. Là. C'est plus au niveau de la Chine que ça pourrait nous affecter, mais pour l'instant, on n'a pas eu à vivre ça. Là. Puis au niveau de vos défis que vous vivez quotidiennement à la gestion de votre personnel, à propos de la pandémie, c'est quoi les défis que vous rencontrez? C'est sûr qu'il y a un défi plus d'absence, c'est volontaire, là, mais tu sais, chaque employé, soit qu'il y a un symptôme ou autre, nous, ils peuvent pas rentrer ici. Que c'est sûr que tant qu'ils n'auront pas eu le résultat d'un test, nous, on les fait pas rentrer dans l'entreprise. Il y a moins d'absentéisme lié à « je suis malade, je rentre pas », mais c'est sûr qu'il y a plus d'absence liée à « tu as un mal de gorge, tu as de la fièvre, tu vas passer un test automatique ». Nous, dans l'agroalimentaire, c'est plus rapide. Dès qu'on a un ou deux symptômes, les gens se font tester automatiquement vu qu'ils viennent du système agroalimentaire. C'est quand même assez rapide, par exemple, pour le résultat des tests parce qu'ils veulent justement pas mettre en danger toute la filière. Donnez constamment de la formation, de la sensibilisation dans l'entreprise. Est-ce que vous leur parlez tous les jours aux employés à propos de la COVID? Là, moi, je peux plus faire de réunions d'employés parce que justement, on pourrait pas respecter la distanciation sociale. Mais nous, ce qu'on fait, on a des affichages numériques, on a des télés un petit peu partout dans l'entreprise. Donc, on véhicule beaucoup de choses par l'affichage numérique. J'ai aussi fait des vidéos sur Facebook parce qu'on a un Facebook entreprise. Okay. Donc, je leur parle beaucoup par vidéo. On envoie aussi beaucoup de messages justement par le Facebook de l'entreprise. Donc, on essaie vraiment de les tenir au courant le plus possible. Mais oui, avec l'affichage numérique, on la modifie souvent, on l'ajuste. Donc, toutes nos mesures qu'on prend au fur et à mesure, là, ils sont informés par là. Fait qu'on a plusieurs modes d'information. OK. Puis, c'est quoi vos projets de l'avenir? Je veux dire, là, on est rendu au point où vous avez mis la technologie dans votre entreprise, vous rentrez des nouveaux logiciels, vous continuez à créer des groupes. Vos employés maintenant sont sensibilisés sur la situation du COVID, puis la pandémie, c'est un risque. Là, on va vivre ça pendant quelques années. Là, vous êtes rendu là. Comment vous voyez l'avenir de votre entreprise dans tous ces changements, puis la pandémie? Comment vous la voyez, votre entreprise? Bien, c'est sûr que quand vous parliez de projets futurs, là, pour moi, c'est facile de vous en parler parce qu'on sort d'une planif stratégique. C'est sûr que nos projets majeurs sont vraiment le changement du ERP. On va avoir de l'automatisation aussi de certains postes de travail. On a des agrandissements qu'on veut faire au niveau du plancher d'abattage, tout modifier le plancher pour pouvoir intégrer des nouveaux robots. On a plusieurs projets d'amélioration continue, nous, ici, à l'interne. Justement, on veut renouveler ou mettre à jour notre DMS, de refaire un petit peu les formations, retravailler les agendas standards. De plus en plus aussi, on travaille avec les iPads, même dans l'usine. Donc, on essaye d'être de plus en plus sans papier. Aussi, un de nos projets futurs, ça serait d'avoir des puces sur nos robots pour pouvoir avoir des données en temps réel. Fait que ça fait toute partie des projets futurs, peut-être d'ici 2-3 ans. Là. Ça, c'est des beaux franchement. Vous, comment vous êtes venu à décider de travailler là? Vous avez fait des études universitaires? Oui. À quelle université vous êtes allé? À l'Université Laval, à Québec. Ah, OK. Puis en quel domaine vous avez étudié? En administration. Ah oui! Je pensais que vous avez étudié en production, aux opérations. Non, c'est juste que, tu sais, on a tous des profils, hein, puis moi, j'ai un gros profil production. Je pense que je me suis toujours intéressée à ça. Mais non, j'ai étudié en administration, puis mon frère, lui, était étudié au cégep en administration, lui aussi. Donc, on voyait mon père aller, c'était clair depuis qu'on était jeune qu'on voulait vraiment s'impliquer dans l'entreprise. Donc, on n'a jamais eu un doute. Puis, il y a peut-être juste un été que j'ai pas travaillé ici, là, mais ça fait depuis que je suis tout jeune, j'ai pas mal fait tous les postes de travail au niveau des bureaux. Puis, mon frère a fait un peu de maintenance, puis aussi beaucoup dans l'usine. Tu sais, ça nous a vraiment aidé à progresser dans l'entreprise, puis aussi à être bien accepté parce que, tu sais, c'est pas parce qu'on est des enfants d'eux qu'on peut arriver puis tout bousculer. Donc, nous, on l'a fait vraiment avec un transfert graduel. Mm-hmm. Donc, on n'a pas bousculé personne, on n'a jamais volé la place à personne. Donc, ça a été vraiment important là, d'y aller graduellement. Puis ça, je pense que ça nous a aidé à pas perdre personne parce que je vous dirais que présentement, on n'a pas eu de départ suite à la relève. Là. On a une belle stabilité là, dans les bureaux. Là. Ah, c'est encourageant. Bien, écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir partagé cette expérience puis votre entreprise. Très appréciée, Mme Poitras. Ça va inspirer d'autres entreprises à se baser sur votre expérience. Bien, c'est super, merci. Bien, c'est moi qui vous remercie.
TMLCRH Solutions est une firme de consultation et d'impartition en gestion des ressources humaines. Pour toute information, n'hésitez pas à nous joindre par courriel à cvinfo@tmlcrhsolutions.com ou par notre site internet www.tmlcrhsolutions.com. Ensemble, atteignons vos objectifs.